sur Design Happy Hour, le podcast du UX Curation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélien Cassotti, un des designers chez Ubisoft qui travaille sur une des nouveautés à venir. Donc, les spoilers, ou plutôt pas des spoilers, c'est qu'on va pas vous dire sur quel jeu. Même dans la préparation du podcast, il a pas voulu nous dire, donc ça reste un secret. Je suis également accompagnée de Ensa, Product Designer Senior chez Digilytics, et aujourd'hui, on va parler de la vie chez Ubisoft, mais aussi du passage chez Aurélien en agence. Du coup, c'est là où on s'est rencontrés tous, dans les moments, dans la vie passée d'Aurélien. Mais avant de commencer à rentrer dans tous les détails, raconte-nous Aurélien, qui es-tu? Comment tu es devenu Déjà, designer? salut Kata, salut Enza. Comment je suis devenu designer? C'était un peu, je dirais pas un hasard, mais presque en fait. En gros, moi j'ai tout appris sur le tas lors de mon premier job en agence, dans une agence qui s'appelait Nealit, qui n'existe plus maintenant réellement puisqu'elle a été rachetée depuis. Mais en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était réellement que l'UX, voilà, ce qui allait être mon travail en fait pendant les 15 années qui ont découlé entre ce moment-là et aujourd'hui. Voilà, moi j'avais vaguement en fait découvert ce qu'on appelait à l'époque l'IHM, tout ce qui était les problématiques d'interface homme-machine. C'est un peu comme ça en fait que j'ai mis le pied à l'étrier et que je me suis retrouvé à postuler pour un stage donc, dans cette agence. Donc c'est comme ça que ça a démarré en fait. Ok. Et tes études, ils s'étaient liés à quelque chose de l'informatique ou pas du tout? Écoute, on peut dire tout à fait lié à de l'informatique. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc voilà, beaucoup de programmation, de mathématiques, de télécommunications, ce genre de choses. Et en fait, c'est par le code que j'ai démarré à ouvrir un peu ouais, mes envies en fait à tout ce qui était de l'autre côté du code, tout ce qui était plutôt au niveau de l'interface. Ok, intéressant. On va démarrer un peu sur la partie agence du coup, puisque c'est, comme le disait Kata, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Mais t'as dû voir, enfin t'as travaillé sur du coup plein de projets, plein de clients différents, et bon, on va détailler tout ça là dans les minutes à venir. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as travaillé toi en agence et quelle est la différence surtout entre le travail en agence et le travail en entreprise? Ouais, c'est un vaste sujet, mais on va essayer d'ouvrir ça ensemble. Je pense que c'est quand même deux choses assez différentes en termes de posture, assez différentes en termes d'impact, assez différentes en fait sur plein de leviers différents. De ce que j'ai pu voir, parce que ça n'engage que ce que moi j'ai pu voir et j'ai pas forcément la prétention de dire que c'est une réalité et que ça a toujours été comme ça ou que ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Mais je trouve que en effet, quand on travaille en mode agence, on a un impact, je trouve, beaucoup plus fort. En tout cas, on amène à prendre des décisions importantes beaucoup plus facilement. Et je dirais qu'il y a un énorme biais en fait là-dedans, c'est tout simplement le mode de contractualisation de cette relation. En fait, on est choisi à un moment par un client, donc ça traduit une volonté aussi et une conviction de travailler ensemble, une conviction que le client a fait le bon choix et s'appuie sur la bonne agence. Et ça donne beaucoup de liberté et beaucoup de confort aussi en tant que consultant parce qu'on peut pousser des choses et c'est plus facile en tout cas d'amener nos clients, d'amener les projets en fait à avancer dans ce cadre-là. Il y a un peu un sentiment de on est des pseudo super-héros à qui on fait appel pour trouver des réponses auxquelles des personnes en interne n'ont pas réussi en fait finalement par eux-mêmes, soit par manque de temps, soit par manque de connaissances, bref, plein d'autres choses. Mais donc ça, c'est, je trouve, ce qui traduit et ce qui caractérise beaucoup euh, la spécificité de cette relation agence. Mais c'est intéressant justement comment tu fais pour t'organiser, en tout cas organiser les projets, organiser les missions quand tu arrives justement en tant qu'externe pour travailler sur des sujets, comment tu t'adaptes aux clients et comment tu t'intègres finalement dans cette organisation interne en gardant cette posture d'un peu d'externe. Bah, en fait, il y a à la fois quelque chose qui est hyper facilitant et en même temps qui est une énorme contrainte, c'est que on n'est pas le quotidien dans la vie de cette entreprise.
on vit pas avec leurs contraintes, avec leurs objectifs, avec leurs ambitions. Donc ça amène une énorme en fait prise de recul et une capacité à amener une analyse critique en fait de là où ils en sont et même d'analyse critique au regard de ce qu'ils veulent faire, de leur marché, de comment ils se situent. Par contre, la corollaire de ça, c'est que en fait, on est quand même loin de leur entreprise, loin de potentiellement leur marché. On ne connaît pas forcément aussi bien ce qu'ils font, comment ils le font et ce qu'ils cherchent à faire. Donc ça passe en fait par un investissement hyper important au départ pour bien comprendre tout ça. Et je dirais que c'est quasiment là, et c'est même là en fait que la démarche de recherche, elle démarre. C'est une démarche déjà de compréhension de notre client, de ses interactions avec son marché, avec ses clients, avec ses concurrents. Donc je dirais qu'il y a un effort assez important à faire déjà à ce niveau-là pour bien comprendre avec qui on travaille et essayer de se mettre en fait dans leur basket. Et de là, en fait, découle le reste, d'essayer de les comprendre, de commencer à interagir avec eux, de trouver, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, il n'y a pas une seule façon de collaborer avec tes clients. Et c'est là où, en fait, cette phase de découverte amène à prendre des choix ensemble, amène à définir ensemble, finalement, la façon dont on veut travailler et la démarche qui nous semble la plus adaptée. Et c'est, là, tu parles de manière générale, mais tu as travaillé pour des différents clients, différents types de boîtes, différents secteurs, même différentes tailles d'entreprises. Est-ce que c'est un peu les mêmes problématiques, en tout cas les mêmes manières de faire que tu appliques chez tous les clients, ou est-ce que pareil, il y a des différences en fonction des entreprises? J'ai tendance à dire que, je vais faire une métaphore avec la gastronomie, enfin la gastronomie avec le monde culinaire. Je pense qu'en fait les ingrédients sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que pour moi au cœur il y a des humains, il y a des personnes en fait qui vont mettre de l'énergie pour faire avancer un projet. Et je pense que c'est déjà hyper important d'arriver à constituer un collectif, un groupe de travail le plus fort possible. Hein. Parfois on va arriver à créer quelque chose de plus ou moins fort en fonction des personnes qu'on a en face, en fonction de leurs envies, etc. Mais je dirais que ça, c'est le premier élément. Et puis voilà, on a notre boîte à outils en tant que designer. Et c'est des choses qu'on va mettre à profit de tout ce cheminement. Par contre, la recette qu'on va faire derrière ensemble, elle peut être radicalement différente. Parce que les contraintes de temps, les contraintes de budget, les contraintes techniques, le cadre, en fait, n'est pas toujours le même. Et n'est pas toujours le même aussi parce que il y a des maturités de clients, de secteurs différents. Et en fait, c'est ce qui rend, je trouve, moi, le rôle de consultant hyper intéressant, c'est que chaque mission, c'est un peu un recommencement, c'est un peu un renouveau. C'est-à-dire qu'on ne part pas en se disant, on sait dès le départ comment ça va fonctionner. Donc il y a beaucoup de découvertes, mais en s'appuyant en fait sur une base solide que sont nos outils, nos méthodologies, et même au-delà de ça, comment je le dirais, notre approche, la façon dont on a envie d'amener nos clients à progresser. En fait, je te posais la question parce qu'on va en parler un peu plus en détail du coup par la suite. Mais effectivement, en fonction des clients, des entreprises, tu as des problématiques, des enjeux aussi différents. Tu as des entreprises où voilà, tout est un peu plus... Enfin, tu as plus de contraintes. C'est un peu plus lent parfois, même souvent. Et tu as d'autres entreprises ou d'autres, en tout cas, projets, missions sur lesquels les enjeux sont différents, où il faut aller plus vite. Donc c'est surtout l'adaptabilité en fait qui est importante dans ce genre de mission. Mais si on fait un focus quand même sur le design et sur l'UX, alors ça a beaucoup évolué là ces dernières années. Est-ce que tu penses que aujourd'hui tous les clients, en tout cas toutes les entreprises, ont la même vision de ce qu'est le design et de l'UX? Écoute, je pense absolument Ouais. pas. Déjà, je pense que si on faisait une table ronde avec des designers différents, je pense que même entre nous, on n'aurait pas la même vision de ce qu'est l'UX, de comment s'intègre aujourd'hui l'UX dans peut-être des considérations plus larges. Voilà, on parle beaucoup de produits. À l'époque, on parlait beaucoup de marketing. C'est des notions qui voilà, ont beaucoup changé. Donc, je suis pas sûr que si on pose la question à nos clients, ils aient la même vision, qu'ils aient la même vision que nous. Je pense que c'est encore plus, ça me semble encore plus difficile. Mais ouais, je dirais que
Je dirais que c'est compliqué en même temps à définir. C'est compliqué à définir parce que nos métiers, tous les métiers qui sont autour des nôtres, en tout cas les métiers avec lesquels on collabore, sont aussi en perpétuel changement. Ouais. Donc je pense pas que ce soit clair et je pense que c'est un peu utopique d'essayer de définir finalement ce que c'est l'UX design et en quoi l'UX design est différent de plein d'autres métiers qu'on met derrière l'intitulé design en fait. Je pense que ce qui est fondamental par contre derrière la notion de design, c'est qu'on pense au pourquoi et au pour qui on essaye de faire quelque chose et quelles sont les émotions qu'on essaye de procurer à travers ça. Je dirais que c'est peut-être pour moi le socle qui fédère ce que je mettrais derrière la notion de design. OK. Et donc, si on fait un comparatif entre ta vie d'agence et plutôt maintenant que tu es en interne chez Ubisoft, bah, est-ce que tu vois, bah, ça découle aussi sur la vision que chacun a de l'UX parce que ça va mener peut-être une méthodologie un peu différente. Est-ce que tu remarques des différences en termes de méthodologie entre la gestion d'un projet maintenant que tu es en interne que quand tu étais en externe ou à une agence? Je pense que la notion de méthodologie, elle dépend aussi beaucoup de chacun. C'est en fait, je parlais de socle tout à l'heure, on pourrait dire une ossature, on peut dire des outils. Enfin, voilà, on a tous, je pense, maintenant, aujourd'hui, en tant que designer, cette base commune, mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise de la même façon, qu'on l'utilise aux mêmes fins, ou qu'on a même les mêmes envies derrière ça. Moi, je sais qu'au fur et à mesure, finalement, de ma vie de designer, et ça a peut-être aussi été plus simple et accéléré par le fait que finalement assez rapidement, je me suis pas mal éloigné de l'opérationnel et peut-être que si j'avais été encore vraiment designer au sens produire moi-même des choses, j'aurais peut-être vu les choses différemment ou j'aurais peut-être pas forcément cheminé de la même façon. Mais moi, j'ai beaucoup mis plus que les outils de design, les outils de la relation humaine, de la collaboration, de l'intelligence de groupe au cœur, en fait, beaucoup de mes démarches. Et ça ne veut pas dire pour autant renier le design thinking, renier en fait toute la vulgarisation qu'il y a sur le UX design, mais c'est en fait, voilà, trouver ce qui, moi, en tant que consultant, en tant que manager d'équipe, me semblait le plus confortable, le plus adapté à ma vision, en tout cas à la vision que je voulais partager avec mes équipes et avec mes clients. Et donc de fait, oui, ça c'est très différent quand finalement tu travailles plutôt en mode agence et donc il y a des résultats assez court terme ou moyen terme qui sont attendus, versus généralement l'interne où tu te projettes beaucoup plus sur du long terme. Les choses sont généralement plus compliquées à faire bouger parce que c'est pas évident de faire bouger une organisation et de faire bouger autant de personnes ou en tout cas de les faire bouger au même rythme que ce que nous on aimerait en tant qu'individu. Donc tout ça fait que ouais, c'est fondamentalement différent. Et j'ai tendance à dire qu'en interne, il faut accepter d'avoir une vision davantage quick win, d'accepter de faire des petits pas, mais des petits pas plus réguliers, que fondamentalement essayer de délivrer trop tôt une vision cible qu'on a pu définir. Je dirais que fondamentalement, c'est un peu ce prisme-là qui change. C'est le temps entre ce qu'on imagine être la bonne chose à faire et comment on le délivre. C'est ça qui selon moi, change énormément. OK. Et bah, maintenant que tu es en interne, vu que tu restes un peu sur un même contexte, entre guillemets, et c'est plus l'évolution d'un même projet, mais plus, enfin, tu passes beaucoup plus de temps dans un projet. Est-ce que tu penses que côté méthodologie, tu utilises toujours à peu près la même chose et de la même façon? Ou par rapport à quand tu es en agence et que vraiment c'est un client, une méthode, un contexte, un résultat, euh, ou pas forcément? Là, je dirais que dans mon quotidien, ce qui change beaucoup, parce que j'ai eu quand même cette petite phase d'adaptation où je me suis beaucoup comporté, je dirais pendant peut-être même un peu plus d'un an chez Ubisoft en tant que consultant, tu vois, d'avoir un regard très externe et de montrer aux gens qu'il y avait des choses qui étaient problématiques et qu'il fallait qu'on essaye de faire différemment ou qu'on pouvait faire mieux. Je passais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ça, mais finalement pour peu de résultats. Ok. Et du coup, j'ai adopté une approche assez différente, plutôt de voir le changement et d'amener à tirer des enseignements pour nourrir le changement, plutôt par le travail, par le delivery, par l'analyse en fait de ce qu'on fait et de comment on l'a fait.
Et je dirais par rapport à ta question, Catalina, que en fait, je pense qu'il n'y a pas un sujet aujourd'hui dans mon quotidien que j'adresse de la même façon qu'un autre. Parce que les personnes ne sont pas les mêmes, parce que le niveau de proximité, la confiance et le niveau de base de la collaboration est pas forcément toujours le même. Voilà, parce que les métiers et les expertises des gens ne sont pas les mêmes et donc on les met pas forcément toujours à profit de la même façon. Mais fondamentalement, je suis convaincu que l'élément qui ne change pas dans mon approche, c'est cette envie de faire travailler les gens ensemble et donc d'être beaucoup plus sur des temporalités communes, même si on a des objectifs différents, que des approches à l'ancienne de cycle en V où voilà, on se passe on se passe le bâton là, du relais dès qu'on a fini notre part du travail. Donc en gros, les méthodes, la façon de faire avancer les sujets, elle est toujours différente et c'est de la perpétuelle adaptation. Et là-dedans, bah, il y a de l'enrichissement, il y a essayer toujours de trouver des meilleures façons de collaborer. Mais le fondamental pour moi, c'est d'essayer d'ouvrir le plus possible bah ouais, le partage des convictions, partage des idées, des expériences, etc. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur la posture que tu as adoptée quand tu es arrivé chez Ubisoft et que tu as dit que pendant quelques temps, tu as gardé ta posture de consultant. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais consultant, justement, enfin en tant que consultant, en tant qu'externe, on a un peu plus d'impact chez le client et c'est peut-être un peu plus facile. Est-ce que tu as ressenti ce changement quand tu es passé en interne? Est-ce que c'est pour ça que tu as gardé un peu cette posture, peut-être indirectement de consultant ou pas du tout? Je dirais qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, je l'ai vécu aussi par le passé hein, dans une autre expérience, mais quand on recrute un métier qu'on n'a pas forcément en interne ou qu'on a peu, je dirais qu'il y a quand même une attente de par l'arrivée de cette personne, donc là, moi en l'occurrence, d'une prise de recul, d'une analyse de comment l'équipe fonctionne, comment elle travaille, et d'amener voilà, un peu du sang frais, des idées nouvelles. Euh, donc je dirais que c'est à la fois une attente, mais en même temps, c'est aussi le premier moyen, comme on le disait tout à l'heure, de s'adapter, de comprendre le contexte dans lequel on arrive, de comprendre comment le projet est organisé, de comprendre les différents métiers en fait qui viennent nourrir ce projet. Chez Ubisoft, moi j'ai découvert des métiers mais qui m'étaient complètement inconnus. Et je pense que même aujourd'hui, il y a des métiers que je ne saurais pas forcément décrire parce que j'ai peu ou pas assez interagi avec eux. Donc ça, comment dire, pour moi en tant que designer, ça participe à cette phase de découverte du projet, du contexte dans lequel on s'intègre. Mais en même temps, moi j'avais pour ambition de faire évoluer en fait les pratiques les us et coutumes qui ont pu être mises en œuvre dans les précédents projets ou sur d'autres projets d'ailleurs en cours chez Ubisoft. Et voilà, j'avais quand même cette envie, cette volonté d'essayer de faire changer les choses. Je dirais pas qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'avais imaginé, tout est ok ou tout est au niveau que j'avais pu idéaliser à un moment, mais je dirais que oui, on a fait des progrès, que oui, on est allé dans la direction qui me semblait être plus propice aussi à l'intégration et à l'évangélisation de l'UX design chez Ubisoft, mais qu'on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire et que je suis même pas sûr que ce soit sur ce projet qu'on arrive réellement à travailler, en tout cas d'une façon qui me semble un petit peu plus, je vais pas dire pertinente, mais un petit peu plus efficace. Ok. Très bien. Et pour reboucler un peu ces petits moments agence, est-ce que tu as un petit tips ou une recommandation pour les personnes qui veulent faire les changements un peu entre agence et interne? Comment bien arriver, comment bien faire un peu un match avec ces nouveaux environnements, avec ces petits changements qu'on peut ressentir justement dans la gestion, dans l'ownership, dans les recommandations. Bah, Qu'est-ce que tu en tires après ces changements que tu as fait? Bon, pareil, c'est une vision qui est très personnelle. Hein. Je pense qu'en fait, c'est compliqué de répondre à ta question parce qu'en fait, on est tous différents et voilà, je pense qu'on voit les choses, on les fait aussi différemment. Mais je pense que pour faire le saut entre agence à l'interne, à l'annonceur,
Je dirais que pour moi, il faut qu'il y ait un intérêt déjà suffisant pour l'entreprise, le secteur, le produit, en fait, avec lequel on va accepter finalement d'évoluer dans le temps. Je dirais pas de la passion, forcément, c'est encore mieux s'il y a de la passion et qu'on est dans un secteur ou qu'on bosse sur un produit, voilà, qui nous anime énormément, mais à minima qui est de l'intérêt, que ça soit quelque chose qui nous stimule. Je pense que c'est hyper important. Parce que oui, le switch, il peut être assez difficile pour certains parce que la vitesse d'avancée des projets, la concrétisation de notre travail peut mettre plus de temps. Je fais un parallèle avec une de mes premières expériences. Je pense que c'est une entreprise dans laquelle je suis resté un petit peu moins de 3 ans. Et au moment où je suis parti, les premiers sujets sur lesquels je travaillais étaient à peine en train de se concrétiser. Et donc du coup, ouais, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais ça fait quasiment 3 ans que je suis là et ok, c'est seulement maintenant que ce projet est en train de sortir. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont été plus vite, etc. Mais oui, la temporalité et l'effort en fait qu'en tant que designer et même qu'en tant que personne on va mettre et, et davantage, c'est davantage une course de fond en fait qu'un marathon, enfin qu'un sprint plutôt. Et voilà, et bon, il y a des coureurs de fond, il y a des sprinteurs, et voilà, c'est aussi à chacun de savoir un peu plus où on est. Donc je dirais que ça part aussi d'une très bonne analyse de là où on va et de quels sont les process et de qu'est-ce que ça va avoir impact enfin, sur notre rôle en tant que designer. Donc faut pas se renier, il faut juste être designer jusqu'au bout et puis faire ce travail d'analyse et s'adapter parce qu'en fait c'est notre quotidien en agence, c'est notre quotidien aussi sur le marché parce que notre marché il bouge. Donc je dirais qu'en fait c'est pour moi la meilleure façon en tout cas d'intégrer un contexte différent. Du coup, aujourd'hui, c'est chez Ubisoft. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-bas? Enfin, en tout cas, aller à vouloir travailler chez Ubisoft. Est-ce que c'est-à-dire que tu es passionné par les jeux vidéo? Alors, qu'est-ce qui m'a amené chez Ubisoft? Et je répondrai à ta deuxième question ensuite, Enza. Qu'est-ce qui m'a amené chez Ubisoft? Non, j'allais dire que c'était un peu une revanche, mais non, c'est pas vraiment une revanche. Après l'expérience Néalite dont on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est une des premières entreprises dans laquelle j'ai eu envie de m'épanouir. Donc j'ai à l'époque, et ça remonte maintenant, hein, il y a une bonne dizaine d'années, ouais, c'est une des premières entreprises chez qui j'ai postulé. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai appris plein de choses en tant que UX designer et j'ai envie de les mettre à profit de ce qui était à l'époque pour moi vraiment un loisir ou ouais, un sujet qui prenait beaucoup de temps dans ma vie, qui était le jeu vidéo. Maintenant, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, pour plein de raisons. J'aimerais bien continuer à jouer énormément et à passer beaucoup de temps à jouer à des choses différentes, mais mon quotidien est fait d'une façon bah, qui ne me le permet plus autant. Mais voilà, j'avais envie en tout cas surtout de me challenger et d'aller dans un secteur que j'avais pas eu l'occasion de découvrir réellement en tant que doueur, en tant que partie prenante par le passé. Ok. Donc c'est ces deux trois raisons là qui m'ont fait me dire ok bah Ubisoft c'est et puis même la marque, les jeux qui pour moi voilà ont été à l'époque des références. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau en fait. Bah, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Ça nous questionne pas mal. Je pense que c'est un secteur qui attire pas mal de monde. Mais c'est vrai enfin, en tout cas, ceux qui n'y travaillent pas, on ne sait pas trop comment ça se passe, ni comment c'est organisé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà, toi, ton rôle là-bas et comment c'est organisé finalement, comment vous travaillez? Eh ben écoute oui avec plaisir. La spécificité je dirais en tout cas ce qui caractérise l'organisation Ubisoft c'est qu'il y a un peu deux grandes briques qui sont à leur niveau acteurs finalement de notre production de jeux vidéo. Il y a d'une part le studio. Donc moi je fais partie du studio et en gros le studio c'est un peu une énorme agence où il y a plein de ressources qui fourmillent et qu'on met à profit des besoins des projets. Donc en fait au studio on développe les jeux vidéo, on développe en tout cas des produits qui vont venir nourrir la création de jeux vidéo. Voilà, ça peut être aussi travailler sur des outils, sur des moteurs en fait qui vont nous permettre bah, de promouvoir et de pousser des jeux plus performants avec des meilleurs niveaux de graphisme, etc. Plein de choses, tout comme bah, la production en elle-même du jeu. Et de l'autre côté, il y a le siège finalement qui porte toute la partie éditoriale,
marketing, gestion de portfolio, toute la stratégie en fait de la brand et des différentes licences de la brand. Donc en fait, c'est deux entités qui collaborent pour lancer les jeux. En fait, nous, on pourrait pas faire sans le HQ, et le HQ pourrait pas produire des jeux sans le studio. Mais on intervient vraiment à des moments et sur des sujets vraiment différents. Ok. Et donc en tant qu'UX sur une production de jeux vidéo, parce que d'ailleurs moi je suis sur un projet où on a une équipe UX assez bien dimensionnée, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les projets. Il y a des projets qui sont un peu plus petits ou pour lesquels on n'a pas forcément décidé de faire de l'UX et donc de cette comment dire co-création basée sur la prise de feedback joueur, un pilier important de notre prod. Mais voilà, moi, mon rôle, en fait, c'est de s'assurer que tous les designs, toute la vision créative, finalement, elle est supportée par, oui, une réalité joueur, mais également dans un objectif qui n'est pas toujours de simplification, mais de nourrir finalement l'émotion aussi qu'on veut amener aux joueurs. Et c'est, je pense, quelque chose qui est assez significatif de ce secteur, mais comme dans d'autres, hein, mais qui en tout cas qui a été quelque chose de très différent de ce que j'avais pu vivre par le passé. C'est-à-dire que notre job, le job de mon équipe, c'est pas uniquement de tout fluidifier, de tout simplifier, de rendre les choses les plus seamless possibles, c'est aussi de supporter une narration, de supporter une vision créative en créant des aspérités, en créant volontairement des petits grains de sable qui vont permettre finalement de nourrir l'émotion, de nourrir l'engagement du joueur avec avec le jeu. Mais du coup, est-ce que, selon toi, il faut être un gamer ou un passionné de jeux vidéo, ou en tout cas, est-ce qu'il faut s'y connaître vraiment déjà pour pouvoir travailler sur un jeu? Parce que là, tu évoques plein de problématiques, effectivement, qui sont très différentes d'un design, on va dire, assez classique de site ou d'interface comme on les connaît. Du coup, voilà, ce passage de l'un à l'autre, comment il se fait et est-ce qu'il faut vraiment avoir un pied dedans déjà pour pouvoir le faire, on va dire, correctement? Écoute, j'aurais tendance à dire oui et non. Euh, je dirais oui parce que mine de rien, à long terme, c'est quand même compliqué si tu n'as aucune référence, si tu n'es pas joueur toi-même. En gros, du coup, t'as pas de benchmark, ou en tout cas, t'es pas réellement en capacité d'analyser un jeu avec avec les bons codes, avec le bon regard. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. C'est-à-dire que ce que tu peux faire très facilement en allant consulter un site web, consulter une application, tester un produit, je dirais que c'est quand même plus compliqué avec un jeu vidéo. Tu peux le faire, bien entendu, mais voilà, il me manquera ce petit feeling. Comment je sais que ce que je vois est bien, pourquoi ça me semble bien, qu'est-ce que ça vient nourrir, à quoi ça participe. Je dirais que c'est compliqué d'avoir ce regard aiguisé si tu n'es pas joueur ou si tu ne décides pas de prendre beaucoup plus de temps en fait pour jouer. Ok. Et je dirais à la fois non parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont des jeux qui reposent énormément sur l'interface. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, hein. Il y a des jeux pour lesquels c'est complètement l'inverse, il y a quasiment zéro interface, en tout cas visible, mais d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus le cas. Je pense à des jeux, par exemple, là, chez Ubisoft, comme Just Dance, où en fait, le... ouais, je dirais peut-être pas ça comme ça, je connais pas non plus super bien la licence, mais pour y avoir joué, tu passes quand même beaucoup de temps dans les menus. Il y a beaucoup de repères avec des logiciels ou des services de streaming, etc. Donc voilà, je dirais que pour certains jeux, ça peut être beaucoup plus simple que pour d'autres. OK. Et justement pour, les côtés benchmark et tout ça, est-ce que, vous jouez aux jeux vidéo pendant votre temps de travail ou les pauses café, que ça soit des jeux d'Ubisoft ou des concurrents justement pour bien prendre tout ça et toutes ces connaissances? Mhm. C'est vrai que c'est une des choses qui est les plus perturbantes quand moi personnellement je suis arrivé, que j'ai franchi la porte des bureaux. En fait, les gens jouent tout le temps.
Mais en fait, c'est surprenant comme ça, mais je parlais tout à l'heure de benchmark, mais en fait, c'est juste ça aussi. Mm. C'est déjà du benchmark. Mais c'est aussi bah voilà, continuer à affûter son œil en tant que joueur et à venir nourrir en fait chacune des réflexions de par une posture de joueur. Parce que c'est pas toujours si évident que ça d'aller tester des choses auprès des joueurs, d'aller récupérer du feedback. Ça peut prendre du temps, donc en fait, on essaye le plus souvent possible, et donc pour ça, il faut jouer, de se mettre dans leur basket et d'essayer de comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc on joue beaucoup à notre jeu, en fait, qu'on est en train de développer, et ça c'est hyper important. Voilà, on le teste, on le surteste, on le reteste, enfin voilà, avec le temps, on essaye de trouver ce qu'on peut faire différemment, mieux, etc. Et on joue beaucoup aussi, bah oui, au jeu de la concurrence. Et puis, bah, on joue à des jeux aussi qui nous font plaisir, tout simplement. Just Dance, par exemple. Mais ça joue beaucoup, Just Dance, par exemple, comme plein d'autres, Les hein. vendredis avant de partir à la maison, vous faites une petite partie des danses. Mais il y a des gens qui sont vraiment très très bons, puisqu'on parle de Just Dance, il y a même des championnats et on a des personnes dans les studios qui Ah sont ouais. assez hauts dans les classements. Non, mais vraiment, ça joue un peu tout le temps, pendant la pause déj, pendant les moments de travail, entre deux réunions. Enfin, voilà, moi, mon travail, en fait, quasiment, c'est plus qu'autre chose de tester notre jeu et de voir où on en est, de voir s'il y a des régressions, de voir si ce qu'on a implémenté fonctionne bien, si on est satisfait voilà, de comment ça s'insère dans une expérience globale. Alors, en gros, oui, moi, une grande partie de mon temps, c'est de jouer. Bah, c'est intéressant ça justement sur la partie mission, là tu viens d'évoquer un peu ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu plus on va dire les tâches, le rôle justement des UX, là, en tout cas sur le jeu, alors sans dire le jeu en question, mais sur le projet en tout cas sur lequel tu travailles et les différents métiers aussi qui voguent un peu autour parce que a priori il y en a beaucoup beaucoup donc je trouve que c'est intéressant que tu puisses nous raconter un peu tout ça. Ouais, il y a aussi beaucoup de métiers qui ont le terme designer dans leur intitulé. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, il y a plein d'éléments différents qui viennent nourrir un jeu vidéo. Bah, on a des personnes qui vont venir designer le world en lui-même, donc c'est finalement l'environnement dans lequel le joueur va s'épanouir, donc définir un peu la cartographie, comment il est structuré, etc. On a des personnes qui vont designer tous les éléments qui nourrissent ce world, les bâtiments, etc., les personnages, donc ce qu'on appelle les NPC. Et puis, je dirais qu'il y a quand même des designers qui sont beaucoup plus au cœur du jeu et de ses mécaniques, qui sont les game designers. En fait, c'est eux qui s'approprient la vision créative et qui essayent de la traduire sous forme de gameplay, sous forme de feature, et de constituer finalement déjà une grosse partie de l'expérience que le joueur va vivre au regard de ça. Et donc, nous, en tant qu'UX, en fait, on est surtout là pour soutenir de façon transverse toutes ces initiatives. C'est-à-dire aider en fait les personnes qui définissent ces mécaniques sous forme papier, via des prototypes, à les rendre compréhensibles pour le joueur. Et que ce soit en les exposant, mais pas que. Donc en gros, notre travail, c'est un travail de support finalement de tous les métiers qui vont participer à la création du jeu. Ça peut aller de la personne qui fait des portes. Et nous, notre rôle, c'est de lui dire, mais en fait, est-ce qu'on comprend comment on peut interagir avec tel ou tel type de porte? Ah, bah celle-là, elle est ouverte, celle-là, elle est fermée, celle-là, je suis obligé de la casser pour l'ouvrir. Bon, en fait, voilà, ça peut être des choses aussi. C'est pas simple le terme parce qu'en soi, c'est des problématiques compliquées, mais assez basiques finalement. On travaille aussi beaucoup de fait sur toutes les interfaces, tous les menus, comment on amène le joueur à déjà accéder au jeu, qu'est-ce qu'il peut faire dans ces menus, est-ce qu'il peut gérer ses personnages, qu'est-ce qu'il peut faire avec, voilà, comment on expose finalement toute la progression, la customisation qui peut lui être proposée en fonction de la nature du jeu en elle-même. Et puis, ça, je dirais que c'est toute la partie facile quand tu viens d'un domaine qui n'est pas le jeu vidéo, parce qu'en Ouais. gros, produire des interfaces, on sait plus ou moins faire, même si elles n'ont pas forcément toujours la même forme, c'est pas les mêmes règles, etc. Il n'y a pas forcément de scroll, ce genre de choses. Donc, bon, c'est quand même des choses qui changent un peu la donne. Mais c'est surtout de travailler sur ce qui se passe dans le jeu. Mhm. Donc c'est un peu comme si demain, je sais pas, il y a Jacques Villeneuve qui t'appelle et qui tourne un film et qui te dit bah voilà, à tel moment j'ai besoin
de créer telle interface ou que comment dire, que la personne qui est assise dans son fauteuil comprenne telle ou telle chose. Bah, nous, notre rôle, en fait, c'est de s'assurer que ça fonctionne, que le joueur comprend, voire même à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, qu'on amène toutes ces petites aspérités dans l'expérience qui font que bah, le joueur va prendre du plaisir. C'est intéressant parce que là, tu parlais par exemple des portes, en fait, est-ce qu'on comprend qu'elle est fermée, elle est ouverte, il faut la casser, etc. Ça m'a fait penser un peu aux patterns qu'on retrouve sur les sites ou dans les interfaces en fait un peu standard. Est-ce qu'il y a on va dire un peu le même fonctionnement dans les jeux? Est-ce qu'il y a des patterns que vous appliquez à chaque fois et que les gamers reconnaissent. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a la même mécanique et la même réflexion derrière les éléments? Bah, il y a un truc qui est un peu schizophrénique quand même dans notre quotidien, c'est que en gros, on travaille sur un produit qui est un produit artistique. Et donc derrière tout produit artistique, on a vraiment envie d'être Ouais. unique, de se différencier, d'avoir notre propre identité, etc. Sans même aller se dire on casse les codes et on cherche à pousser des choses innovantes, différenciantes, etc. Hein. Et en même temps, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui sont voilà, des standards, qui sont des usages reconnus par les joueurs, et c'est parfois compliqué de s'en affranchir. Ou en tout cas, quand on sait qu'on veut s'en affranchir, et ben c'est des sujets qu'on va vraiment regarder avec beaucoup d'attention, parce qu'en fait, on prend un risque. Si c'est se différencier pour que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne moins bien, ben en fait, on va déjà un peu teinter la perception du joueur à travers ça. Donc je dirais que, mais comme dans le digital de façon globale, il y a parfois des choses qu'on juge pas dingue, mais qu'on refait à l'identique parce que ça va nous permettre de moins perturber les joueurs, donc ça va être plus simple pour nous de communiquer la façon d'interagir avec un élément. Donc oui, il y a des patterns, il y a des règles, euh, et donc voilà, on essaye de faire des choix et de s'assurer que là où on va prendre du temps et faire des choses différentes, c'est des choses où on va pouvoir amener de la valeur en fait. OK, justement, bah, tu parles d'éléments, des patterns, des règles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble, un petit peu, d'une certaine façon, à un design system ou rien du tout? J'imagine que vous gardez un design system pour un jeu. C'est pas, enfin, c'est pas multimarque comme on pourrait l'entendre dans la vision classique des choses. Mais est-ce que vous gardez quand même oui, une librairie des composants d'une certaine façon que vous remettez un peu autour du jeu. Comment dire? En gros, bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un moteur, par exemple. Tu peux Dans quel l'expliquer? Parce que contexte? Unreal, Unity, c'est des choses que vous connaissez ou pas? Non, pas spécialement. En gros, il y a quand même des moteurs, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des moteurs propriétaires. Nous, chez Ubisoft, on a des moteurs qu'on a créés nous-mêmes, donc qui sont censés finalement nourrir et aider différentes productions de jeux vidéo en proposant déjà un peu bah, des features, des assets, etc., plus ou moins clés en main. Généralement, il y a quand même beaucoup d'adaptations là-dedans. Mais il y a quand même cette philosophie d'essayer de rendre toutes nos productions les plus efficaces possibles. Et donc, moins on a à recréer de choses quand on démarre un projet, généralement, mieux c'est. Malheureusement, je dirais que dans la réalité, et je vais arrêter l'analogie avec la partie moteur, parce que pour le coup, la partie moteur, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien quand même à ce sujet-là. Mais côté UX, oui, il y a eu des projets en interne dont j'ai et dont mon équipe a fait partie à un certain niveau de créer des design systems dans l'objectif d'aider bah, tous les projets à avoir ce kit d'éléments d'interface euh, et de pouvoir s'appuyer dessus voilà, pour produire les interfaces du jeu. Et de nourrir également bah, des projets sur lesquels, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'UX. Donc c'est aussi aider d'autres personnes comme les game designers qui à un moment vont devoir produire des interfaces. Maintenant, je dirais qu'il y a une réalité qui fait que tous nos jeux sont quand même vraiment très différents les uns des autres et que dans beaucoup de cas, on en arrive à refaire des choses ou à adapter des choses. Et donc le gain de temps par rapport à l'énergie qu'il faut pour créer, maintenir un design system, en tout cas sur notre projet, on n'a pas forcément jugé que c'était un effort à faire. Ça en valait pas le coup en fait. Par contre,
Tu évoquais la création de cet outil au sein d'un projet. Nous, on a aujourd'hui un design système qui est certes basique, mais qui est propre à notre projet. Et typiquement, pour des licences qui finalement produisent des jeux plus régulièrement, ça peut être hyper intéressant. Je pense notamment à des Assassin's Creed, à des Just Dance, qui plus régulièrement sortent de nouveaux volets. Bah, c'est hyper intéressant de faire cet effort-là parce que à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu, ils peuvent s'appuyer plus facilement sur ces assets, sur ces outils et accélérer en fait le coût le coût de développement du premier socle UX en fait. Mais voilà, globalement, c'est quand même quelque chose compliqué de faire vivre et de nourrir entre les licences aussi parce que c'est compliqué de le maintenir. Et en termes de méthodo, du coup, est-ce que vous avez enfin, est-ce que vous appliquez un peu la même démarche, on va dire, macro de recherche, conception, puis test? Est-ce que vous êtes les seuls à tester ou est-ce que vous faites aussi des tests? Si vous faites des tests, comment vous testez? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Écoute, la réalité, elle est bien différente de ce plan Mmh. que tu décris. En fait, on fait beaucoup de tests par nous-mêmes. En fait, je dirais que la vraie itération, elle démarre à partir du moment où on a des choses qui sont fonctionnelles, à partir du moment où on a commencé à développer. C'est pas que ça, hein. On fait beaucoup de tests en amont, on fait beaucoup de tests sur la base de prototypes aussi. Mais je dirais que c'est plus compliqué parce qu'il y a une notion de confidentialité qui nous amène à devoir bien cadrer finalement toutes les études qu'on mène aussi. Par exemple, moi je travaille sur un projet qui n'est pas annoncé, qui sera sûrement annoncé qu'à partir de l'année prochaine. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dessus et en fait à chaque fois qu'on sollicite l'externe, c'est un risque de fuite, de leak et voilà qu'une partie de ce sur quoi on est en train de travailler soit divulguée et qu'on ne le maîtrise pas. Donc ça, c'est un des éléments, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est coûteux à organiser pour nous et aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une entité qui appartient au studio, qui s'appelle le lab, qui va gérer en fait toutes ces études. Et donc comme si on faisait appel à un prestataire, ils ont des plannings, ils ont des contraintes, etc. Et donc c'est pas toujours évident de pouvoir mener les tests au moment où on veut les faire. Donc nous, l'initiative, par exemple, qu'on a menée dans notre équipe, mais aussi en collaboration avec d'autres designers, notamment des designers de chez Just Dance, avec qui on a pas mal de proximité, c'est d'essayer de s'équiper au mieux pour faire davantage de testing pendant le développement et pendant le design en OK. fait, de nos features. Mais on s'appuie beaucoup en fait sur une communauté de joueurs, mais de joueurs internes. OK. Donc c'est beaucoup plus du guérilla, c'est beaucoup plus voilà ce type de méthodologie de test rapide qu'on va mettre en œuvre. Et par contre, à partir du moment où on peut mettre une manette entre les mains des joueurs parce que c'est concret, en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu plus facilement, finalement. Donc, je dirais que on essaye de nourrir très tôt nos réflexions et nos designs avec du feedback joueur, mais souvent, ça va plutôt être du feedback qui vient de fils communautaires, d'études marketing que réellement de user test à proprement parler. On va essayer quand même sur des sujets complexes de venir prototyper rapidement des choses et d'itérer sur la base d'un matériel qui est encore très Mmh. malléable. Et ouais, le vrai point de départ, c'est à partir du moment où on peut jouer avec, à partir du moment où c'est dans ce qu'on appelle la build. Et c'est là, en fait, que réellement, je dirais, le développement d'une feature démarre. Souvent, par le passé, pour nous, c'est la fin du travail en tant que designer. La feature est fonctionnelle, elle est intégrée dans le site, dans son produit, etc. Et donc, voilà, on teste plutôt pour valider. En fait, nous, on teste ici plutôt pour challenger ce qu'on a fait, pour venir réouvrir même le design si on a besoin. Donc en fait, l'effort, il est positionné vraiment différemment dans la timeline de développement d'une feature. Ouais. Comment vous arrivez à dire, là, on arrête de challenger et c'est bon? Parce que là, les risques, justement, de continuer à challenger, c'est de se dire, écoute, on rajoute ça ou on change un petit peu ça ou on tourne les choses. Donc, du coup, j'imagine que ça pourrait prendre énormément de temps. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de bien prioriser
l'effort, mais ça reste de la priorisation. En fait, à partir du moment où c'est un niveau qu'on juge suffisant, même si c'est pas parfait, on va prioriser plutôt le développement de nouvelles features Mm. qui sont nécessaires en fait à l'expérience de jeu. Et une fois qu'on aura jugé que notre expérience globale, elle est assez riche, ou en tout cas qu'on a délivré notre MVP, là on se posera la question de est-ce qu'on itère et on pousse la qualité de ce qu'on a déjà, ou est-ce qu'on continue à ajouter des choses. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait, je vais pas dire au quotidien, mais qui se fait au rythme des sprints. C'est un éternel sujet de priorisation et de repriorisation. Ok. Parce que on a un temps qui nous est donné pour produire le jeu, on a des ambitions généralement qui sont élevées, alors parfois qu'on essaye un petit peu de rationaliser au fur et à mesure du temps. Mais voilà, si on devait faire le jeu idéal qu'on a imaginé ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans, en fait, on n'aurait jamais assez de temps pour le faire. Donc je dirais que ce qui nous drive, c'est le temps et c'est sur quoi on pense devoir mettre l'effort et organiser le staff, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit être difficile parce qu'à la fin, comme tu disais, bah, ça reste quelque chose artistique, donc c'est difficile aussi d'amener des règles très strictes d'un un projet artistique finalement. C'est ouais. Ouais, complètement. C'est hyper dur d'analyser, je trouve, le feedback des joueurs et de savoir réellement sur quoi on doit travailler. Parce que de fait, on fait beaucoup de qualitatif, on fait du quantitatif, mais beaucoup moins souvent. Et donc c'est ça qui est pas évident, c'est trouver cet équilibre entre la vision créative qu'on a et donc cette idée, cette idéalisation du jeu qu'on a envie de développer, qui se retrouve finalement souvent challengé, souvent questionné, ce qui nous amène à beaucoup douter quand on récupère le feedback des joueurs. Mais c'est là où je pense que le fait de creuser les feedbacks est vraiment hyper crucial. C'est plutôt que d'attendre des joueurs qui nous donnent les solutions, qui nous disent exactement ce qui pour eux ne fonctionne pas. C'est d'essayer plutôt de retirer de tous les tests, de tous les insights qu'on a, le réel besoin des joueurs derrière et de pas faire de raccourcis. C'est ça qui demande en fait le plus d'énergie. C'est pour ça que la démarche de testing, elle est pas simple. C'est-à-dire que les feedbacks, ils sont pas toujours hyper actionnables. Les feedbacks, ils nous amènent souvent, en fait, à nous reposer beaucoup de questions. En gros, moi, j'utilise beaucoup cette image-là. C'est un peu comme si tu demandais à un peintre, bon, et encore, les peintres, ils n'ont pas forcément objectif derrière de vendre, en tout cas pas tous, de vendre leur tableau derrière. Mais c'est un peu comme si tu venais brider la créativité d'un peintre en lui disant telle personne elle a vu ton croquis, elle pense que cette partie-là est pas dingue ou il aurait vu quelque chose d'un peu plus coloré. Mmh. Et donc c'est hyper compliqué d'une part d'entendre ce feedback-là parce qu'en fait il y a quelque chose de très réel et concret qui vient en opposition avec ce que tu avais en tête. Et d'autre part ça t'aide pas à te dire ok comment je pourrais réellement faire pour que ce tableau, ce film, ce jeu vidéo il soit plus intéressant, il soit il soit plus captivant pour Mais l'audience. c'est hyper subjectif de toute façon. C'est vrai que c'est très difficile de prendre en compte en fait ce type de retour. C'est un peu, enfin pour faire encore le parallèle, c'est comme quand tu as des retours purement sur une DA ou sur ce genre d'éléments-là où en fait tu prends le retour, mais derrière tu sais pas tellement quoi en faire parce qu'en fait c'est jamais très explicite. Et en même temps, c'est subjectif. Et en même temps, là, il faut creuser, il faut trouver le Ouais. bon angle, le bon axe. Et en fait, peut-être que le problème, c'est autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une démarche derrière et un vrai travail d'analyse pour comprendre si vraiment il y a un blocage ou un vrai problème derrière, ou si c'est simplement un avis de, voilà, bon, surtout dans le jeu, il y a tellement, enfin, tout un univers. Et j'imagine beaucoup là-dessus qu'il y a des retours. Plus, enfin, en fait, je sais pas, d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que c'est des retours qui sont plus liés au jeu, à l'univers, à l'atmosphère, à l'ambiance et au gameplay, on va dire, aux différentes actions, au niveau, voilà, je pas trop en dire, donc je sais pas trop comment le dire, ou est-ce que c'est vraiment sur la complexité du jeu, sur les éléments de l'interface du jeu, voilà, c'est. Vraiment, c'est un mélange de tout Ouais. ça. C'est-à-dire que fondamentalement, alors ça dépend des jeux, ça dépend de la licence aussi, hein,
Mais en tout cas, moi, je suis sur une licence où les joueurs ont beaucoup d'attentes. Les joueurs ont joué à des précédents opus, donc en fait, chaque joueur a son idée de ce que devrait être le prochain numéro de sa licence fétiche. Et je dirais que c'est moins le cas, et je dis ça avec beaucoup d'amour, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé pour eux par le passé, mais un client Leclerc, demain, il n'a pas d'attente sur la nouvelle version du site ou de l'application à partir du moment où ça lui permet de faire ses courses efficacement, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas autant d'émotionnel dans la relation avec ce type de Ouais. produit. Et je dis pas que c'est pas le cas sur tous les produits, hein. Il y a des produits qui sont vraiment ancrés au cœur des gens et qui amènent ce type de comportement-là. Mais si j'ai cette comparaison, ouais, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'attentes. Enfin voilà, les gens, ils sacrifient parfois pour acheter un jeu à 80 euros. Et tout ça, ça drive le fait qu'ils ont des attentes hyper fortes et que chacun a son image de ce que devrait être le jeu Ouais. en lui-même. Donc c'est compliqué de faire le tri. Ça peut être l'ADA qu'ils aiment pas ou dans laquelle ils se retrouvent pas. Ça peut être des fondamentaux pour eux de telle licence et qui sont un petit peu moins présents dans un nouvel opus. Ça peut être des codes d'interface, des mappings qui voilà, sont différents de ce à quoi ils étaient habitués. Enfin, c'est tous ces petits éléments-là en fait qui peuvent faire qu'un jeu même très bon au fond peut être rejeté par une plus ou moins grande partie aussi de cette audience. Donc c'est pas, ouais, c'est ce qui est pas simple. Et le piège dans lequel parfois on peut tomber, c'est de se dire, on croit tellement en notre vision où c'est compliqué d'intégrer le feedback des joueurs et du coup, on n'en fait plus ou on en fait Ouais. moins. Et ça, par contre, c'est un vrai problème parce que autant, je pense qu'on va aller chercher des questions à se poser plus que des réponses dans les tests, mais si on récupère pas toutes ces questions-là, en fait, au bout d'un moment, on rate énormément de choses, ou en tout cas, on se prive d'une matière qui nous permettrait de faire un bien meilleur jeu. Ok. Donc voilà, en gros, il faut juste accepter que on vient pas demander aux gens ce qu'ils veulent, mais on essaye de comprendre finalement s'il y a des opportunités de bien répondre aux besoins ou aux attentes qu'ils ont. Quoi. Je vous la refais pas, hein, mais c'est Ouais. la citation de Ford et voilà, hein, la première automobile, en gros. Yes. Et une fois que vous avez recueilli tous ces feedbacks, enfin, c'est une question un peu à deux sens, mais comment vous gardez la cohérence, que ça soit par rapport à un élément que vous savez designer et du coup qui marche bien et du coup il faut que ça soit cohérent un peu partout, ou une nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle mission, une nouvelle élément, un nouveau quelque chose, ou que ça soit quelque chose qui vient des feedbacks. Bah, comment vous faites pour généraliser que tout le monde les prenne en compte? Surtout en sachant que c'est des équipes qui sont assez grands. Bah, déjà parfois, on a du mal quand c'est une petite équipe. Bah, alors quand c'est des grandes équipes, bah, comment vous faites? Peut-être que tu peux préciser, je sais pas si tu peux, combien il y a de designers Mmh. à peu près qui travaillent sur le projet? Tout métier confondu, je veux dire. De designer, je saurais même pas te dire, mais aujourd'hui, sans forcément dévoiler des chiffres très précis, on est plusieurs centaines sur le projet Mmh. et on est plusieurs centaines répartis sur des localisations différentes. Ouais, donc OK. ça fait beaucoup. Donc c'est un vrai challenge pour la collaboration. C'est un vrai challenge parce que bah oui, on a beaucoup de métiers différents, on a beaucoup de métiers qui sont vraiment des expertises fortes. Et voilà, et les gens sont très bons dans leur domaine, mais c'est compliqué ouais, d'amener les gens à travailler sur un sujet commun au même moment. Parce qu'en fait, tout le monde a ses objectifs, hein. Ça passe de la personne, je reprends l'exemple des portes. Cette personne-là, en fait, son boss lui a demandé de faire X dizaines de portes différentes, ou en tout cas, ces portes, elles doivent être déclinées pour s'intégrer dans des villages, dans des régions qui ont des styles, des architectures différentes. Et donc, en gros, venir intégrer le feedback du joueur, c'est quelque chose qui vient finalement un peu entraver ce déroulé classique de j'ai ma liste de choses à produire. Donc c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que, comme tu l'as dit, Catalina, on est très nombreux et c'est compliqué de garder un alignement et une même compréhension de ce qu'on cherche tous à faire
à travers ce jeu. Parce qu'on a tous des avis, on a tous des expériences en tant que joueurs, puis on s'approprie beaucoup les choses, ce qui fait qu'il y a parfois beaucoup de divergences aussi. Donc il y a une vraie nécessité, beaucoup plus que ce que j'ai pu voir par le passé, d'avoir des moments où on se réaligne, on repartage la vision, on repartage les objectifs du jeu, de la production. On essaye de se recaler finalement, je dirais, ouais, peut-être quasiment une fois par trimestre, pour s'assurer en fait qu'on a tous les mêmes choses en tête. Et donc l'intégration du feedback joueur, je dirais que c'est pas forcément quelque chose d'hyper naturel là-dedans, parce qu'en gros, un jeu vidéo, c'est un enchaînement de plein de choses, de plein de systèmes, et dans ces systèmes, il y a des fonctionnalités. Et donc, venir faire évoluer une de ces fonctionnalités, bah, ça vient changer l'équilibre du jeu, l'équilibre de l'expérience du joueur, et donc ça amène à plein de choses, parfois juste des choses bêtes qui sont de la data, c'est de rééquilibrer des valeurs, etc. Mais c'est aussi repenser à ce qu'il y a autour pour que ça reste cohérent, que ça fonctionne. Je peux pas forcément donner là comme ça des exemples très concrets, mais allez, si je peux en donner un par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est comme par exemple dans un Call of Duty, demain tu viens ajouter un nouveau gadget, je sais pas, une super lunette de visée nocturne, etc. Ok, sur le papier c'est très cool, ça amène un nouvel outil pour le joueur. On peut faire quelque chose de très réaliste ou pas d'ailleurs en fonction des envies du projet. Mais voilà, c'est un nouvel asset qui amène du pouvoir aux joueurs. Et ce pouvoir-là, en fait, il a un impact sur tout l'équilibrage des autres systèmes. Est-ce que bah, finalement le joueur devient trop puissant avec cet outil? Est-ce que la difficulté du jeu, elle est toujours bien adaptée au regard de cette nouvelle fonctionnalité? Donc voilà, tout ça pour dire que chaque petit élément, c'est un peu comme dans une partition, tu rajoutes une note où tu changes une note, bah, finalement, ça peut venir changer complètement même la tonalité globale, l'ambiance globale du morceau que tu es en train de faire. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est comment on arrive à rester équilibré et surtout à avoir les bonnes personnes au bon moment pour qu'on se pose ces questions-là. Ok. Donc je ne sais pas exactement si ça répond à ta question, Catalina, mais ouais, on est très nombreux, donc ça amène beaucoup de complexité dans les échanges. Et le moindre élément sur lequel on doit revenir, finalement, ça vient perturber un peu toute la chaîne de production. Donc c'est nécessaire et on l'accepte, mais c'est pas toujours évident de le faire. Ouais. Et du coup, enfin, je pense la seule précision peut-être qu'on pourrait rajouter à ta réponse, c'est vous les faites. Tu as parlé des réunions trimestrielles que vous faites de temps en temps, mais est-ce que vous avez une autre façon, un autre outil, enfin, est-ce que vous avez des outils précis ou c'est plus dans l'échange des découvertes qui se font au fur et à mesure et dans les présentations que vous faites tous les trimestres? Bah, premièrement, les grandes études quand même qu'on va réaliser euh, sur des milestones un peu clés du projet, ça c'est des choses qui vont vraiment être partagées à l'ensemble du projet. De dire, voilà, on a eu tel ou tel type de feedback, ou en tout cas, il y a telle problématique qui a émergé, et ça c'est des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Et ça, c'est hyper important de les communiquer parce que c'est des choses qui vont venir bouleverser les priorités des gens. Donc c'est important en fait que tout le monde comprenne pourquoi on remet ces sujets-là sur la table et que les gens puissent anticiper comment essayer de traiter ça dans leur quotidien. Et après, il y a des choses qui sont plutôt des choses qu'on fait de façon assez transparente, qui vont concerner beaucoup plus voilà, des petites itérations, des tests, des choses qu'on va faire feature par feature. Et ça, généralement, ça va concerner quand même un nombre de personnes plutôt limité. Mais à partir du moment où on a des feedbacks sur la narration, sur les personnages, je sais pas, sur la structure même, par exemple, des missions du jeu, ça, c'est des sujets qui vont impacter énormément de personnes. Et c'est ces sujets-là, en fait, qui sont les plus compliqués à adresser parce que bah, c'est un peu comme si tu avais une petite flotte de bateaux qui ont le même objectif et à qui tu dois dire qu'on va maintenant dans telle direction ou qu'on va changer d'objectif. Et voilà, il y a une certaine latence là-dedans déjà, le temps que le message passe et que chaque bateau prenne cette nouvelle direction, bah, il peut se passer beaucoup de temps parce que bah, oui, les capitaines communiquent entre eux, mais ils vont communiquer au chef de bord qui va communiquer. Enfin voilà, c'est un peu un truc assez tentaculaire en effet. Ok.
Et pour finir, peut-être sur Ubisoft et passer au jeu tant attendu, quel est... Tu nous as parlé de ses spécialités, donc tu as beaucoup parlé des portes, mais est-ce qu'il y a une autre spécialité qui est encore plus surprenante ou bizarre ou qui attire ton attention? Bizarre, je sais pas si on peut dire bizarre, mais en tout cas, moi, il y a un métier que j'ai. Ça paraît évident pourtant, hein, quand t'en parles, hein, mais il y a un métier qui m'a vraiment un peu scotché quand je suis arrivé. C'est ce qu'on appelle les World Logic Designers. Ok. En gros, c'est des personnes, c'est quasiment en fait des historiens. Et c'est hyper clair si on pense à des jeux comme Assassin's Creed par exemple, c'est assez évident. C'est des gens en fait qui vont faire beaucoup de recherches, qui vont beaucoup se documenter et qui vont essayer de retransposer dans un jeu vidéo toute la vie d'un monde qui pourrait exister en fait. Donc Assassin's Creed généralement ils prennent des choses très réalistes, donc ça paraît évident et je dis pas que c'est plus simple, mais il y a une certaine continuité entre ce travail de recherche et ce qu'il crée. Il s'appuie beaucoup sur des faits historiques, sur des choses qui ont vraiment existé dans l'histoire. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on fait pour tous les jeux. Bon, en tout cas, pour de nombreux jeux qui se basent sur des mondes ouverts ou sur des parties de mondes un peu plus restreintes. Mais voilà, de comment, en fait, dans un environnement, essayer de recréer quelque chose qui fonctionne, qui vit, qui a ses propres règles. En fait, en gros, c'est des personnes qui vont définir tout ça. Ok. Ouais, en effet. Quelle est la géographie de telle région du world, de quelle langue on y parle, quelle est l'histoire de ces habitants, pourquoi il y a différentes ethnies, qu'est-ce qui les caractérise. Voilà, en fait, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va mettre par-dessus avec de l'habillage. Ah c'est plutôt une jungle, c'est plutôt du désert, il y a une zone urbanisée. Euh, il y a tel ou tel type de religion, de faction. Voilà, en gros, c'est des personnes dont le travail est de recréer quasiment une civilisation, alors à plus ou moins grosse échelle. Donc ouais, moi j'ai été assez marqué par leur travail et surtout comment ils fonctionnent et comment, en fait, à un moment, ils pourraient même te faire croire que ça existait alors que c'est complètement fictif, quoi. C'est vrai que c'est dingue quand même, hein. Ouais. Voilà. Donc c'est un des métiers parmi beaucoup d'autres qui m'ont assez marqué, ouais, à mon arrivée. Mm, j'imagine. C'est presque comme les écrivains d'un scénario d'une histoire de science-fiction ou quelque chose comme ça. Tout a du sens, mais ça Exactement. peut être Ouais, n'importe quoi complètement dans un monde à part. carrément, ouais. George Lucas, quand il a créé tout l'univers de Star Wars, Tolkien, pareil, Ouais. voilà, c'est des personnes qui vont créer quelque chose qui a son histoire et on a même l'impression que ça pourrait vivre en fait sans nous, tellement c'est cohérent et tellement c'est pensé dans les moindres détails. Et en effet, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, je trouve que c'est un certain paroxysme. Ils ont recréé des langues, mais vraiment avec leur propre alphabet, leur grammaire. Enfin voilà, bon là ils sont allés quand même très très loin. Mhm. Mais bon voilà, c'est ce type de profil en effet qu'on a aussi sur certaines productions. Ok. Du coup, on passe au jeu de son, si ça te va, Aurélien, si tu es prêt à être Ok, testé. ok. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais très bien. Alors, Allez, les jeux des sons, c'est les principes est assez simple. Donc, l'objectif, c'est que tu vas écouter des sons et tu dois deviner qu'est-ce que c'est ces sons. Et juste après, on va te poser une petite question par rapport au son. Mais c'est rien de compliqué. Normalement, je pense que tu devrais réussir à tout deviner. et après, faut que tu nous fasses une petite choré. Petite S'il vous plaît. chorégraphie. Ah ok, attendez, je perds le réseau du coup. Très bien. Bon, on se lance avec les sons numéro un. Ok, génial. Ça va. Je l'ai. Tu l'as? Vas-y. Mario Kart, bien sûr. Bien joué. Yes. Très bien. Du coup, quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu, j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures à l'époque. C'est un jeu qui s'appelle Baldur's Gate. C'est un petit jeu de rôle, enfin un petit jeu de rôle. C'est un jeu de rôle tour par tour. Voilà, fantasy plutôt, ouais, heroic fantasy. Je sais pas si ça vous parle.
J'y Pas suis du tout. pas du Bon, tout. il y a quand même un nouvel opus qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est beaucoup plus moderne que ceux auxquels je fais référence. Mais Non, nous on connaît Mario Kart. voilà, en gros, tu incarnes un petit Mm. groupe de personnages que tu vas faire évoluer dans le temps, voilà, en leur achetant des belles capes pour qu'ils aient des pouvoirs nouveaux, une meilleure épée, ce genre de choses. Voilà, bon, il y a un petit côté un peu Seigneur des Anneaux là-dedans. Ok. Très bien. On passe au deuxième. On dirait un moteur d'avion qui démarre, un truc comme ça. C'est pas T'as dit ça? quoi? C'est pas un moteur d'avion qui démarre? D'avion? Ouais, je sais Non. pas, non? Tu devrais le trouver facilement celui-là. Je l'ai pas là pour l'instant. Est-ce que tu veux réécouter un petit peu? Carrément, je veux bien. Oh oui, d'accord, ok, je vois. C'est une moto, Elsa. Exactement. Bah oui, attends, on était obligé de caler Très bien, mais c'est un sympa. petit son de moto parce que du coup, tu fais un peu de moto. Du coup, la question c'était ça. C'était est-ce que tu fais des courses en vrai ou que sur Mario Kart? Hmm, je fais des courses en vrai, mais rassurez-vous, c'est pas le Paris-Dakar. J'ai pas ce niveau-là. J'ai pas cette prétention-là. Non, je fais pas vraiment des courses. Je fais plutôt des randos ou des petits raids. Mais généralement, c'est pas chronométré. Déjà, l'enjeu, c'est d'arriver à survivre à chaque journée, ou en tout cas d'arriver à faire chaque journée dans son intégralité. Ok. Voilà. Donc non, pour ceux qui ont la ref, je suis pas au niveau de Stéphane Peter Hansel, loin de là. Bref, Moi, j'ai pas la ref, mais je pense que d'autres c'est Moi pas non l'auront. grave. plus. Bon, c'est parti pour les derniers sons. On est sur un petit son de traîneau du Père Noël, non? Ce genre de choses? Exactement. Non, mais parce qu'on était obligé de terminer par ça parce que c'est bientôt Noël, on a le droit de le dire là. Et Ouais. avec Catania, on est très très fan. Du coup, on voulait juste savoir sur une échelle de 1 à 10, à quel point toi t'es fan de Noël et de l'ambiance Noël. Hmm. Attention à ce que tu vas répondre. De 1 à 10, oh, en vrai, ouais, ça va paraître un peu rabat-joie. Non, je suis à 5, je dirais Oh. 5. Ah ouais? Je dirais Ok. 5. Allez, peut-être 6. Vraiment dans les belles années. Voilà. Quand tu croyais encore au Père Noël, donc. Exactement, ouais. Bon, là j'étais un peu plus haut quand même. Non, je dirais 5-6, ouais. Ok. Bah, je crois que nous, on est à 10-15 avec Kata, mais Oui, Ouais, voilà, je c'est confirme. quelque chose comme Hmm. ça. Mais d'ailleurs, ça m'étonne, Catalina, que t'aies pas de fond c'est vrai ça. d'écran en report, hein. J'avoue. C'est vrai qu'on est quand même un petit peu avant Noël là, hein. Enfin, Ouais. bon, je Bah, sais pas exactement à quelle date l'épisode sera diffusé, mais vous avez de l'avance quand même. un petit peu, ouais. Là, on est plus, vous allez les voir bientôt, c'est mon fond Halloween que je vais avoir pour ce vendredi. Mais Hmm. sinon, après, à partir du 1er novembre, on switch en mode Noël. Complètement. C'est vrai qu'il y a Ok. des règles. Normalement, on n'a pas le droit, avant le 1er novembre, on n'a pas trop le droit de parler de Noël, quoi. Ouais. Mais du coup, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes comment sur Halloween? Oh, moi, je sais pas, 2, 3, je pense. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle Ah oui, déjà de oui, Noël. bah. D'accord, je comprends mieux. Ok, très bien. Ouais, moi quand j'habitais en Colombie, j'étais à niveau 10 parce que là-bas c'est un gros événement, tout le monde se déguise et tout ça jusqu'à qu'ils sont grands, adultes et tout ça. Mais ici en France, c'est vrai qu'il a beaucoup moins d'impact, donc là je retombe ouais, vers un 3. Mais je m'achète toujours une citrouille pour faire les petits et Ok. sortir les choses à l'intérieur et faire la tête. Donc un petit peu. Et bah, tiens, question peut-être pour toi, alors quoique, je sais pas si c'est colombien ou mexicain. J'ai acheté ce week-end une spécialité d'Amérique du Sud, je vais dire ça comme ça, qui s'appelle le tres leches. Ça te Ah parle ou oui. pas? Bah ça, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont. C'est un gâteau assez classique, simple à faire. Donc du coup, je pense Ok. c'est tous les pays les font. Je pense qu'il doit y avoir des petites différences, mais en effet, ouais. T'as pensé quoi? Ok. Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est assez clivant. C'est surprenant quand même d'avoir du safran dans un Ah gâteau. ouais. Alors je sais pas si c'est la recette d'ailleurs officielle. Hmm.
Non, je pense pas. Mais celui-ci était au safran et c'est vrai que ça. Bon, certaines des personnes avec qui j'ai goûté ça ont trouvé que ça avait un goût de risotto, Ah oui. mais Ah oui, voilà. ok. Bah écoute. Non, je pense en Colombie, ils doivent mettre peut-être un peu de la cannelle plutôt pour faire Hmm, plus goût sucré. ok, À tester. à tester. Très bien. Et ben merci Aurélien d'avoir t'avoir prêté au jeu et aussi bah, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que tu nous as donné un beau insight sur les mondes d'Ubisoft qui reste quand même assez secret et mystérieux. Donc merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment et puis à bientôt. Eh ben, merci à vous et à bientôt. À bientôt.